Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues, membres du public, bienvenue à cette troisième et dernière rencontre virtuelle tenue dans le cadre du salon Visée droit organisé par le Barreau de Montréal. Mon nom est Joey Hanna, je suis avocat à l'aide juridique de Montréal et l'animateur de la 23e édition du salon. Depuis 3 mois, le salon vous a présenté une foule d'activités, certaines ludiques, mais surtout plusieurs sérieuses, dans le but de démystifier et de démocratiser le droit. Selon moi, l'accessibilité à la justice passe, entre autres, par la rencontre entre les acteurs du système et le grand public. C'est une occasion de clarifier certaines notions en droit, mais aussi de poser des questions. C'est dans cette perspective-là qu'on a construit l'activité Au Salon avec, qui nous a permis de nous inviter chez 3 acteurs incontournables du système de justice. Notre premier échange au Salon avec nous a permis d'aller à la rencontre du juge de la Cour supérieure, l'honorable Clément Sanson, avec qui nous avons discuté du virage numérique et technologique induit par la pandémie de COVID-19. Le deuxième entretien était un échange avec la journaliste judiciaire Isabelle Richer, avec qui on a discuté du rôle des médias dans le système de justice et de l'importance justement de s'intéresser aux causes judiciaires. Et s'il y a bien un domaine qui suscite de l'intérêt auprès du grand public et qui est constamment à la une des médias, eh bien, c'est bien le droit criminel. Aujourd'hui, on plonge justement au cœur du système de droit, au cœur du système de justice criminelle et on s'intéresse là, particulièrement au rôle et aux fonctions des procureurs de la couronne. Et qui de mieux que le procureur en chef pour nous aider à y voir plus clair? Et j'ai nommé Maître Martin Chalifour. Maître Chalifour, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, Maître Anna. Absolument. Je vais très bien. Je vous remercie de l'invitation et de donner au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales de Montréal, l'occasion de s'adresser aux différents participants ce soir. Alors, c'est une très belle tribune que vous nous offrez et on est très heureux d'être ici avec vous. Bien, c'est nous qui vous remercions. Alors, on va avoir avec vous, Maître Chalifour, ce soir un entretien d'environ 45 minutes dans le cadre duquel on va s'intéresser, là, comme j'ai dit, au rôle et aux fonctions des procureurs de la couronne, ainsi qu'aux différentes étapes du traitement ou dans le traitement d'un dossier en matière criminelle. Et on va clore l'échange parce qu'on ne peut pas passer à côté, je crois, sur les impacts et les suites des différentes vagues de dénonciation et des mouvements #MeToo. Notre entretien va être suivi ou du moins va se terminer avec une période de questions d'environ 15 minutes. Alors, j'invite les gens là, à utiliser l'application QR dans le bas, en fait, le bouton QR dans le bas de l'application Zoom pour écrire leurs questions pour Maître Chalifour. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous dire quelques mots sur notre invité. Il est membre du barreau depuis 2003. Il a fait sa carrière au DPCP depuis son stage, donc il y est depuis toujours. Durant sa carrière, Maître Chalifour a fait un passage au bureau de la lutte au crime organisé durant 4 ans et demi. Il a été procureur en chef adjoint, responsable de l'équipe des appels de 2017 à 2019 et justement, depuis 2019, il est procureur en chef. Conférencier, membre de plusieurs comités au barreau de Montréal. C'est une grande chance, je l'ai dit, de l'avoir avec nous, d'avoir avec nous un avocat qui agit comme procureur dans plusieurs types de dossiers, de la Cour du Québec jusqu'à la Cour, de la Cour du Québec, voilà, jusqu'à la Cour d'appel. Maître Chalifour, encore une fois, soyez le bienvenu. Et je sais que vous l'avez dit d'entrée de jeu, mais j'aimerais ça qu'on le redise. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme DPCP et c'est quoi ça, le DPCP? Oui, absolument, avec plaisir. DPCP, ça veut dire directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, au Québec, en fait, au Canada, les poursuites criminelles sont données à une institution. Au Québec, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, contrairement à un litige civil où ce sont des parties privées qui vont ester devant la justice pour régler un litige, en matière criminelle, c'est donné à une institution qui est représentée essentiellement par le directeur des poursuites criminelles et pénales.
et donc, les procureurs relèvent du directeur et exercent les pouvoirs qui lui sont donnés par une loi qui s'appelle la loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et cette loi-là leur donne les pouvoirs pour porter des accusations et conduire les procédures judiciaires en matière criminelle. C'est donné à une institution, le DPCP existe depuis mars 2007. Avant ça, c'était, on s'appelait des substituts du procureur général. Alors, je ne veux pas perdre les gens dans tout le jargon. Essentiellement, c'est parce que le ministre de la Justice se trouve à avoir le statut de procureur général. Le ministre de la Justice est un membre du gouvernement, membre du gouvernement du Québec, donc il siège au Conseil des ministres. Et évidemment, pour éviter des apparences de conflit d'intérêts, pour assurer une certaine indépendance, en mars 2007, il a été décidé de créer le directeur des poursuites criminelles pour avoir une plus grande marge de manœuvre, par exemple au niveau des embauches, au niveau du déploiement des effectifs et surtout pour laisser une plus grande apparence d'indépendance entre le politique et le judiciaire. C'est particulièrement important en matière criminelle d'avoir cette indépendance-là, hein, parce que somme toute, ce qui va être en cause, s'il y a des accusations criminelles qui sont déposées, bien, ce sera probablement une potentielle privation de liberté pour la personne qui est poursuivie. Et on doit pouvoir poursuivre toute personne, que ce soit le simple citoyen, l'homme d'affaires, le politicien. On a vu dans les dernières années, d'ailleurs, des accusations portées à l'endroit de différents politiciens, certaines couronnées avec succès, d'autres avec moins de succès, mais juste de pouvoir poursuivre quiconque d'une infraction et qu'on soit tous égaux devant la loi, ben, c'est un peu ça, dans le fond, qu'on veut comme société. Tout à fait. Donc, quand même une jeune institution quand on parle du DPCP à proprement parler, au tournant des années 2000, et donc, vous poursuivez là, les citoyens en matière criminelle lorsqu'il y a donc des infractions qui relèvent, j'imagine, du code criminel. Exactement, du code criminel. On fait aussi des infractions pénales, donc le code pénal, le code de procédure pénale, des infractions à différentes lois québécoises au niveau pénal aussi. Ça peut être en matière d'environnement, ça peut être le code de la sécurité routière, hein, les infractions, des excès de vitesse sur les autoroutes, par exemple. Mais c'est ça, c'est toutes les infractions qu'on trouve au code criminel. Donc, tous les comportements qui sont prohibés en société, que ce soit de faire des menaces de mort, que ce soit un vol simple de moins de 5 000 $, comme un braquage à domicile ou un vol de banque, donc un vol plus important, des meurtres, des agressions sexuelles, de la violence conjugale, des fraudes. Donc, c'est tout type de crime qui est prévu dans une loi qui s'appelle, en fait, qui est dans un code qui s'appelle le code criminel. Et qui est le même partout au Canada. C'est juste que quand on poursuit au Québec, c'est le DPCP, c'est la société qui poursuit. Ouais, on agit au nom de la collectivité quand on poursuit en matière criminelle. Et donc, c'est l'institution. On est à peu près autour de 700 procureurs au Québec à exercer la fonction sur l'ensemble du territoire. Alors, on est répartis dans 7 grandes régions. Une soixantaine de localités, hein, et on couvre, dans le fond, tous les districts judiciaires qu'il y a au Québec. Et c'est le même service qui est fait partout. On a des directives très claires qui expliquent comment fonctionne comment un procureur doit exercer son pouvoir, le pouvoir de porter des accusations, quelle est la suffisance de preuves qui est requise, quel type de service qui doit être donné aux citoyens. Alors, le directeur établit des standards, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui sont nécessaires pour conduire les procédures. Et les procureurs, bien, non seulement ils doivent respecter ces standards-là, mais les faire aussi en fonction de la Charte des droits et libertés. Parce que la Charte aussi prend tout son sens en matière criminelle. Tout à fait. Une grosse différence avec le droit civil. Le droit civil, c'est le code civil, c'est des... bien sûr, il peut y avoir des questions civiles liées aux chartes aussi, la discrimination, par exemple,
hein, et on peut en parler longtemps, mais en matière criminelle, la charte, on en entend parler pratiquement au quotidien dans le travail des procureurs de la couronne parce qu'il y a une privation potentielle de liberté à la fin du processus. Donc, Ouais. c'est dans ces paramètres-là. Il y a aussi, de ce que je comprends, un rapport entre l'État et un individu, d'où l'application de la Charte canadienne à ce moment-là. Exactement, exactement. Ben oui, parce qu'une procédure criminelle commence toujours par l'État, ça commence par la police. Hein? Ça commence donc par un service qui est lié à l'État. Il y a une enquête policière, il y a une arrestation et une preuve nous est soumise au directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, comme par exemple, pour moi, à Montréal, on s'occupe de tout le territoire de l'île de Montréal. Il y a une cour municipale, on en parlera tantôt, je pense que c'est dans le plan de questions, mais donc on applique tout le code criminel sur l'île de Montréal et ça débute toujours par une enquête policière. Nous, on n'a pas le pouvoir d'enquêter. C'est la police qui enquête, ils nous soumettent un dossier et si on estime qu'il y a effectivement de la preuve pour soutenir une accusation criminelle, ben là, on dépose l'accusation et ensuite, ben, on fait la procédure à la cour. Hein? On va faire comparaître l'individu et éventuellement, on va faire entendre des témoins, présenter une preuve et un juge tranchera ultimement la question de la culpabilité. J'aimerais ça qu'on y revienne plus en détail tantôt, un petit peu le traitement ou du moins les différentes étapes du traitement d'un dossier. Avant, je veux juste qu'on vide quelques questions. Oui. Vous avez dit tantôt le 700 procureurs au Québec sur l'ensemble du territoire. Qui peut devenir procureur de la couronne? Est-ce qu'il y a des prérequis ou est-ce qu'on passe le barreau et à ce moment-là, on peut rentrer à la couronne? Comment ça fonctionne? Bon, et donc, évidemment, il faut être avocat pour commencer. Alors, il faut avoir étudié en droit, fait son barreau et réussir son barreau. Par la suite, il y a un processus de sélection qui est fait. Donc, on peut ça varie. Là, ça a été arrêté à cause de la pandémie, mais à peu près aux 2 ans, il y a des sélections qui sont faites où tu peux te présenter comme avocat. Et donc, il y a un examen écrit de droit, un examen de français aussi, que tu dois maîtriser suffisamment la langue française. Et ensuite, il y a une entrevue qui est faite, un examen oral, où là, il y a une série de questions qui sont des mises en situation faites pour s'assurer que la personne qui veut devenir procureur a vraiment les habiletés et les qualités requises pour exercer la profession. Il faut aimer plaider, évidemment, parce qu'on est constamment à la cour, tous les jours. Un procureur de la couronne, c'est peu dans son bureau, c'est surtout à la cour que les choses se passent. Donc, il faut aimer ce rythme-là. Il faut avoir une capacité de réagir rapidement face aux situations qui évoluent. Il faut savoir s'adapter aussi aux différents témoins qu'on a. Il y a des gens qui sont plus volubiles que d'autres. Il y en a qui sont plus craintifs que d'autres. Il faut prendre le temps d'expliquer. Donc, il faut voir, ça prend quelqu'un qui a une bonne écoute, qui a une bonne capacité de traiter beaucoup d'informations en peu de temps et qui est capable de prendre des décisions éclairées en fonction des différentes situations qui se produisent. Donc, il y a un concours. Une fois que la personne passe le concours, elle devient apte à exercer la fonction de procureur et là, elle se trouve dans une banque de candidats qui sont aptes. Quand un poste est disponible dans un district judiciaire, dans un bureau du DPCP, comme par exemple à Montréal ou ailleurs au Québec, mais si on prend le cas de Montréal, ben, on ouvre un concours qui est affiché. C'est affiché au grand public. Hein? Évidemment, ça s'adresse surtout aux avocats, bien entendu. Et si tu es membre et si tu es apte, mais tu postules au poste qui est ouvert. Et là, ben, il y a une entrevue de sélection qui est faite, évidemment. Donc, il y a quand même un certain degré ou un standard qui est demandé, d'où la fonction, en fait, en raison notamment de la fonction assez centrale que les procureurs vont jouer dans l'appareil judiciaire, dans le cadre du système de justice. Et tantôt, vous avez dit, il faut aimer plaider. Et en introduction, j'ai dit, vous avez plaidé des dossiers en Cour du Québec, en Cour supérieure puis en Cour d'appel. Est-ce que les procureurs vont plaider des dossiers devant toutes ces instances-là ou est-ce que ça se passe plus en Cour du Québec ou en Cour supérieure, la justice criminelle?
Le tribunal de droit commun en matière criminelle, c'est vraiment la Cour du Québec au Québec. Alors, la grande majorité des dossiers sont à la Cour du Québec. Maintenant, il y a des crimes qui sont de juridiction exclusive pour la Cour supérieure. C'est le cas, par exemple, des meurtres. Mais tous les crimes qui sont punissables de plus de 5 ans, qui sont des actes criminels et punissables de plus de 5 ans, passibles d'une peine d'emprisonnement de plus de 5 ans, l'accusé peut choisir son forum. Donc, il peut choisir que ce soit à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure devant jury. Il peut choisir d'être jugé par 12 citoyens. Donc, c'est vraiment l'accusé qui choisit, puisque c'est lui qui est en péril, c'est lui qui fait face à une potentielle privation de liberté, c'est lui qui décide devant qui il va être jugé. Donc, devant un juge seul ou un jury. S'il décide d'aller devant un jury, bien là, ça se passe à la Cour supérieure. La grande proportion des dossiers sont traités à la Cour du Québec, mais on a quand même aussi une proportion de dossiers qui sont à la Cour supérieure. Quand il y a une condamnation ou un acquittement et qu'il y a un appel, que ce soit à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, l'appel se fait à la Cour d'appel du Québec. Je comprends. Très bien, très bien. Et tantôt, on l'a évoqué un petit peu. Là, on a mis un peu les bases là, de qui fait quoi, comment on devient procureur, où est-ce qu'on plaide. Qui sont les partenaires du DPCP? Comment, tantôt, vous avez dit un dossier criminel, ça commence par une enquête de la police. C'est qui vos partenaires à part la police? Puis c'est quoi leur rôle? Le premier partenaire du DPCP de Montréal, c'est la police de Montréal. Alors, il y a différentes unités d'enquête et ça, ben, c'est notre pain quotidien. On travaille avec ces gens-là tous les jours. C'est eux qui nous amènent des dossiers qui ont été enquêtés. Donc, la police de Montréal, la Sûreté du Québec aussi, on travaille avec eux. Quand un crime se passe sur le territoire de Montréal, bien évidemment, on va être interpellé par la Sûreté du Québec, mais en proportion, c'est vraiment le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal. Nos autres partenaires, je dirais que le partenaire le plus évident pour nous, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC. Ils ont des bureaux au Palais de justice de Montréal. Ce sont des gens qui sont là pour faire l'accompagnement des victimes, qui nous épaulent au quotidien dans les suivis des dossiers auprès des victimes, qui peuvent accompagner la victime dans la salle de cours. Donc, les CAVAC sont assurément des partenaires de premier plan. Il y a aussi des travailleurs sociaux en matière de violence conjugale. Alors, les travailleurs sociaux qui sont au Palais de justice aussi de Montréal, avec qui on a des interactions quand on est en matière de violence conjugale, on a des interactions avec eux au quotidien. C'est pas mal les principaux partenaires. Évidemment, quand on exerce la justice, je veux dire, on a aussi comme partenaire les avocats de la défense. Hein? Parce que ça se fait, tout ça se fait quand même. Ce sont des adversaires, on peut dire ainsi, quand le dossier passe à la cour, mais c'est aussi avec l'avocat de la défense qu'il faut négocier, naviguer à travers le processus judiciaire, être capable de discuter des dossiers. Donc, c'est un partenaire, l'avocat de la défense. Ça va de soi pour nous aussi. Je comprends que donc le chapeau que les procureurs ont, c'est de prendre des procédures et des poursuites en matière criminelle et que vous vous entourez donc d'une équipe ou de partenaires qui, eux, portent différents chapeaux pour accompagner vos clients, vos clientes, les victimes qu'on appelle, à travers ce processus-là. Tantôt, vous avez dit un dossier, ça commence par une enquête de la police. Vous recevez ça. Qui est en charge d'approuver, entre guillemets, une plainte ou une enquête de la police ou la preuve que vous recevez? Comment ça marche au tout début? Oui, au tout début, en fait, c'est un procureur. Ça peut être n'importe quel procureur qui travaille au bureau de Montréal. Tantôt, je vous ai dit, il y a environ 700 procureurs au Québec. Le plus gros bureau, parce qu'on est à la métropole, c'est le bureau de Montréal. On a environ 110 procureurs à temps plein qui travaillent pour nous. Tous les procureurs peuvent être appelés à autoriser ou en tout cas à étudier un dossier qui est soumis par la police.
là, je vous évite tous les détails parce qu'on a une façon de fonctionner particulière à Montréal à cause du volume. Alors, il y a une équipe qui s'occupe de traiter tout le volume d'arrestations qui se sont produites dans les dernières 24 heures. Et après ça, tu as toutes les équipes spécialisées qui peuvent recevoir directement des corps de police et des unités d'enquête spécialisées les dossiers complétés. Mais bref, donc un procureur doit analyser la preuve et c'est lui qui va prendre la décision si effectivement il y a matière à porter des accusations et quels sont les chefs d'accusation, quelles sont les infractions qu'on estime que la personne qui a été enquêtée a commises et quelles sont les infractions qu'on est capable d'aller prouver à la cour. Parce que des fois, on a une bonne impression que la personne a peut-être commis le crime, mais on n'a peut-être pas assez de preuves pour le démontrer. Et peut-être que l'enquête policière n'est pas complétée. Donc, ce qui peut arriver à ce moment-là, c'est que le procureur peut demander un complément au corps de police. Il dit, écoutez, on aimerait avoir des déclarations supplémentaires. On aimerait que vous alliez vérifier telle chose, telle chose. Et revenez-nous, puis on verra après si on est capable de prendre une décision différente à ce moment-là. Donc, tous les procureurs, donc c'est un rôle très particulier, ça, parce que tous les procureurs ont cette responsabilité-là et ce pouvoir-là qui est de porter des accusations criminelles. Puis c'est un geste qui est pris très au sérieux. On ne fait pas ça sur le coin d'une table et on ne prend pas une décision de poursuivre quelqu'un avec légèreté, parce que ça a beaucoup d'impact. Hein? À partir du moment où une personne est accusée au criminel, elle est aspirée dans un processus où elle a très peu de contrôle. Et il y aura des conséquences à tout ça. Et il faut le faire donc sérieusement. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'un procureur, un avocat, devient procureur de la poursuite, hein, des fois, j'en ai, moi, des avocats de la défense qui deviennent procureurs de la poursuite. Hein, ils ont passé le concours d'aptitude, ou un avocat en pratique privée ou civile, il a passé les concours d'aptitude et là, finalement, il est choisi pour travailler chez nous, au DPCP de Montréal. Hein, on a décidé que non seulement il était apte, mais en plus, il répondait à nos besoins. Il est assermenté pour exercer la fonction. Alors, il va lire un document, une affirmation solennelle pour laquelle il va exercer ses pouvoirs avec objectivité, impartialité, qui n'aura aucune rémunération particulière autre que son salaire. Hein, il n'acceptera pas de pot de vin, là, si on peut dire ainsi, là, mais qui va rester donc, il va exercer son pouvoir de façon indépendante. Et c'est un moment solennel parce qu'il y a un pouvoir très important, celui de porter des accusations, puis ultimement de recommander au tribunal une peine d'incarcération. Donc, c'est un pouvoir qui est important, ça, quand on exerce cette fonction-là. C'est même plus que lourd de sens, hein, c'est lourd de conséquences, vous l'avez dit tantôt. Disons que cette étape-là, elle est franchie, donc vous recevez là, de la preuve et selon ce que vous nous avez expliqué, vous jugez qu'il y a matière à prendre des accusations. Et tantôt, vous nous avez expliqué qu'un chef d'accusation, ben, c'est l'infraction ou les infractions sur lesquelles on va faire reposer la poursuite. Du moment que ça s'est enclenché, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui devient votre client, entre guillemets, ici? En fait, on n'a pas de client. C'est ça l'histoire. On a un rôle particulier qui est d'agir pour assurer la sécurité du public, mais de le faire dans l'intérêt public. La justice est une balance et vraiment en matière criminelle, quand on est un procureur aux poursuites criminelles et pénales, cette balance-là prend tout son sens. La victime est un témoin qui nous permet de faire la preuve au soutien de l'infraction criminelle. Bien sûr, c'est un témoin particulier, la victime, là. C'est un témoin dont on prend soin, qu'on écoute, qu'on accompagne, qu'on informe. Mais c'est un élément de preuve, un témoignage. Au même titre qu'une preuve matérielle est un élément de preuve, le témoin, la victime, est un élément de preuve.
Et c'est une nuance qui est très importante. Nous ne sommes pas non plus les avocats de la police parce qu'on ne travaille pas pour eux. Bien sûr, on peut leur donner des conseils. Bien sûr, ce sont des partenaires très importants. Mais si le policier a mal travaillé et qu'il a posé un geste qui est, disons, contraire aux valeurs de la Charte canadienne, on n'est pas là pour le défendre. On est là pour prendre des décisions. Alors, si ultimement, on pourrait même décider d'arrêter les procédures si on estime qu'il y a eu une faute très importante de commise dans la conduite de l'enquête policière. Donc, on est des partenaires, mais on reste des partenaires, disons, objectifs des corps de police. Donc, ultimement, notre client, s'il y en a un, c'est la société au sens large. Puis quand on dit la société au sens large, c'est non seulement la victime, pour qui on veut évidemment assurer sa sécurité et ultimement qu'elle ait une certaine forme de réparation dans le processus de tout ça, mais c'est aussi l'accusé. Parce que l'accusé, si bien sûr, on veut que quelqu'un paye pour ce qu'il a posé comme geste, mais on veut aussi, si on est accusé, que ça soit fait de façon équitable, juste, impartiale, et qu'on ait pu se défendre adéquatement des infractions qu'on nous a reprochées. Donc, c'est vraiment une balance et on a autant la sécurité du public que l'intérêt du public à cœur quand on est procureur. Donc, il n'y a pas de client. C'est très particulier et on est imputable envers la société pour ce rôle-là que l'on joue. C'est très différent de la pratique privée. C'est très différent parce que dans la pratique privée, au civil, tu représentes les intérêts de ton client. Tout à fait. Nous, c'est vraiment un intérêt sociétal. C'est complètement différent. Et ça, parfois, ça peut être difficile pour les victimes de certains crimes de comprendre que nous ne sommes pas leur avocat, bien que nous soyons qu'on ait beaucoup de compassion et d'empathie pour ce qu'elles ont vécu, ces personnes-là. Notre rôle n'est pas d'être leur représentant. Je comprends. Je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion-là en ce moment. Puis c'est très d'actualité, ces questions-là. Cela étant dit, si les victimes ne sont pas vos clients ou vos clientes, est-ce que vous prenez des mesures pour accompagner vos victimes ou vos clients, du moins durant le parcours? Est-ce qu'on vous a perdu pendant un instant, M. Chalifour? En fait, c'est moi qui vous ai perdu. Ouais, moi, ça fonctionnait bien, mais vous avez gelé. Alors, je n'ai même pas compris votre intervention. Je suis désolé. Je reprends. C'est un bug technique. Alors, ce que je disais, c'est si les victimes là, ne sont pas vos clients ou vos clientes, quels sont les moyens que le DPCP met en place pour les accompagner quand même durant ou pendant le processus judiciaire? Je comprends que vous avez les intérêts de la société à cœur, mais il y a quand même des individus qui sont des êtres humains qui vivent pour la première fois, certaines, là, un processus qui est quand même pesant, lourd, difficile. Comment est-ce qu'on les accompagne? Comment est-ce que vous les accompagnez à travers tout ça? Oui. Bon, alors, même si notre rôle est celui d'être gardien d'une certaine forme d'équité, et d'un équilibre entre l'intérêt public et la sécurité du public, ça n'empêche pas que nous sommes des procureurs, des êtres humains, et qu'on est bien conscient que quand on passe dans le processus judiciaire, c'est un événement. Premièrement, on n'a personne choisi d'être victime d'un acte criminel. Et pour toutes les personnes, se retrouver dans cette situation-là, ce n'est pas agréable. Alors, on est conscient de ça. Donc, d'abord, il y a des équipes spécialisées. Il faut comprendre que chaque secteur a des équipes particulières. C'est comme ça que ça fonctionne au DPCP de Montréal. On a une équipe spécialisée pour les violences conjugales. On a une équipe de procureurs spécialisée pour les agressions sexuelles ou violences sexuelles au sens large. On a une équipe spécialisée pour les fraudes, une équipe spécialisée pour les appels,
il y a moins de contact avec les victimes rendues à cette étape-là, bien que l'appel peut être une source d'angoisse pour certains, puisqu'on pense que le processus judiciaire est terminé et là, ça se poursuit en appel. Donc, il y a quand même des suivis qui sont faits à ce niveau-là. Il y a une équipe spécialisée pour les dossiers de crime organisé. Il y a une équipe spécialisée pour les dossiers de fraude. Il y a une équipe spécialisée pour les dossiers qui se trouvent devant le jury, les dossiers de meurtre. Donc, dans chacune des équipes, tout le monde a ce souci-là quand même d'accompagner les gens correctement. D'abord, ça passe par des rencontres, des discussions, une explication du processus judiciaire, de prendre le temps de leur expliquer comment va se dérouler la procédure. On a évidemment, tantôt, je vous ai parlé du CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Eh bien, le CAVAC peut être appelé en renfort pour nous aider à donner un suivi avec la personne. On peut même faire une présentation de la salle de cours pour que la personne démystifie l'endroit. Ultimement, c'est sûr que c'est elle qui va devoir témoigner et passer au travers le processus. Mais ça n'empêche pas qu'on peut le faire avec beaucoup d'empathie et de compassion. Et évidemment, les enquêteurs aussi ont à cœur que les victimes, les enquêteurs de police ont à cœur que les victimes passent au travers du processus judiciaire de façon sereine. Je vous dirais que, vous savez, à Montréal, on autorise à peu près 18 000 dossiers par année, toute infraction confondue. On traite aussi dans le système peut-être un autre 10-12 000 dossiers dans l'année. Donc, on traite à peu près 30 000 dossiers. Ça fait beaucoup de monde, là. Et somme toute, ça fonctionne bien. On réussit quand même, je pense, à travers tout ça, de faire les choses de façon très humaine. Et vraiment, en prenant le temps d'expliquer à chaque personne comment ça va se dérouler, on réussit, somme toute, assez bien à faire en sorte que l'expérience ne soit pas trop pénible. Ceci étant, parfois seul les pénibles. Et là, ben, s'il y a des besoins particuliers, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels peut référer vers des ressources supplémentaires si la personne a un traumatisme particulier. Donc, ça, on en est conscient et ça fait partie du travail et de notre rôle. En question complémentaire à ce que vous nous avez dit tantôt en début de réponse, là, vous avez des équipes particulières. Est-ce que ça veut dire que ce sont des avocates et des avocats qui sont plus spécialisés parce qu'ils ou elles ont plus d'expérience dans ce genre de dossier-là, donc plus aptes à les gérer? Ou qu'est-ce que ça veut dire précisément? Exactement ça, exactement. En matière d'agression sexuelle, il y a environ 12 procureurs qui travaillent à temps plein, qui sont formés pour ce type de dossier-là et qui font uniquement au quotidien que de ces dossiers-là. Donc, c'est des gens qui comprennent très bien la réalité des victimes, qui comprennent très bien le processus judiciaire associé, évidemment, à cette pratique-là. C'est la même chose en matière de violence conjugale. C'est une équipe de 11 procureurs, qui ne fait que ça. Donc, c'est une poursuite verticale. Il y a ça aussi qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dans les équipes spécialisées comme ça, c'est le même procureur du début jusqu'à la fin. Et dans le processus, quand on parle de rendre ça humain, bien, le fait que ce soit la même personne qui, à chaque fois où on vient à la cour, c'est toujours le même procureur qui est là, mais la victime n'a pas l'impression d'être un numéro. Hein? Les témoins n'ont pas l'impression d'être un numéro, ils ont moins l'impression d'être pris toute seule face à tout ce processus-là. Donc, il y a une continuité dans le temps. C'est la même chose au niveau des fraudes. C'est des procureurs qui ne font que des fraudes. Évidemment, ce sont d'abord et avant tout des avocats. Ils sont capables de faire d'autres types de dossiers. Mais c'est des gens qui ont décidé de se spécialiser et de donner une partie de leur carrière, et voire même parfois toute leur carrière, uniquement à ce type-là de criminalité. Merci pour votre réponse. C'est super éclairant. On entend souvent dans les médias que le processus judiciaire en matière criminelle est long. Ma question, ça ne va pas être pourquoi. Ma question, elle est un petit peu difficile parce que moi,
on revient dans le passé, étudiant en droit, ça prend 2 cours, 1 an de droit criminel pour comprendre le processus judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous le résumer dans les grandes étapes, là, ce processus judiciaire-là, et est-ce que ça peut expliquer justement la longueur du processus, en partant du dépôt des accusations, qu'est-ce qui se passe après? Ben, d'abord, la justice prend du temps parce que c'est un sujet qui est important. Hein? D'abord, à cause de la présomption d'innocence. Tout part de là. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un qu'elle est déjà coupable de l'infraction. Quand on arrête une personne, c'est parce qu'on a des motifs de croire qu'elle a commis une infraction. Quand on dépose l'accusation, c'est qu'on estime avoir une preuve suffisante pour raisonnablement obtenir une condamnation. Mais la personne est toujours présumée innocente. Donc, ce n'est pas expéditif comme, par exemple, faire une dénonciation sur la place publique. Je sais qu'on va parler du mouvement #MeToo. Le processus judiciaire est plus long, mais les conséquences ne sont pas nécessairement les mêmes non plus. Hein. Tantôt, je parlais de privation de liberté. C'est un enjeu majeur qui vient avec le processus judiciaire. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, l'arrestation ne veut pas dire condamnation. Le dépôt d'accusation ne veut pas dire condamnation. C'est le début d'un processus. Alors, la personne va d'abord comparaître. Au moment où elle comparaît, on va lui divulguer la preuve qu'on a contre elle. Après ça, la personne, si elle est détenue et qu'on s'oppose à sa remise en liberté, il va y avoir une enquête pour déterminer si la personne doit être remise en liberté ou non. La personne peut aussi comparaître en liberté, auquel cas cette procédure-là, qui est une enquête sur remise en liberté, n'existe pas. Et après, si le crime est punissable de 14 ans et plus, la personne a le droit d'avoir une enquête préliminaire. Elle n'est pas obligée d'en prendre une, mais c'est l'accusé qui décide. Est-ce que je veux une enquête préliminaire ou pas? Une enquête préliminaire, c'est un peu une pratique. C'est-à-dire qu'on s'en va devant le juge et on expose sommairement, hein, on n'est pas obligé de présenter toute notre preuve, mais on expose les éléments quand même importants de notre preuve pour déterminer est-ce qu'on en a assez pour aller à procès. Alors, généralement, c'est sûr que ça va amener la victime principale du crime à témoigner. Et après l'enquête, alors là, je vous épargne toute la procédure parce qu'on peut éviter une partie du témoignage et de soumettre la personne uniquement en contre-interrogatoire. Mais là, je ne veux pas perdre les gens. Là. Mais donc, une fois qu'on arrive à l'enquête préliminaire, si c'est 14 ans et plus, la personne a le droit à son enquête préliminaire. Et après, c'est le procès. Et comme tantôt, je vous disais, si le crime est punissable de plus de 5 ans, donc mettons une infraction de plus de 14 ans, la personne peut décider d'aller devant le jury. Alors, donc, enquête préliminaire et jury. Donc, à partir de ce moment-là, ça fait en sorte que, évidemment, il n'y a pas qu'un seul dossier à traiter. Tantôt, je vous disais, on a 18 000 nouveaux dossiers à peu près par année à Montréal. Ça, c'est sans compter déjà les dossiers qui sont dans le système. Donc, à chaque étape, évidemment, il se passe quelques semaines, voire des fois quelques mois. Mais tout se déroule maintenant avec la fameuse décision Jordan, dont on a beaucoup entendu parler dans le milieu judiciaire et dans les médias. Tout se déroule entre 18 et 30 mois au maximum. Ça, on n'a pas le choix. Il faut que ça soit dans ces paramètres-là. Évidemment, il peut arriver des circonstances exceptionnelles, comme la pandémie en est une. Ça a beaucoup ralenti le processus judiciaire. Forcément. Mais grosso modo, il y a beaucoup de dossiers qui se règlent bien avant les 18 mois et bien avant les 30 mois. Et il y en a certains qui se règlent après. Ça, c'est plus rare. Mais en gros, là, quand on embarque dans le processus judiciaire, il faut se dire qu'on en a au moins pour 1 an et demi, avant d'arriver à la conclusion du dossier. Et justement, est-ce que la conclusion du dossier, est-ce que ça veut strictement dire condamnation? Ou est-ce qu'il y a d'autres issues qui sont possibles au terme du processus criminel? Oui, absolument, absolument. Parce que c'est ça, ce n'est pas qu'une condamnation, c'est une fin,
c'est une fin potentielle d'un dossier. La personne peut aussi être acquittée. Mais il peut aussi y avoir autrement que l'acquittement, il peut aussi avoir des mesures alternatives. La personne peut, d'abord, on peut porter une accusation, puis la personne peut être considérée comme criminellement non responsable. Alors ça, il y a des problèmes, des gens qui ont des problèmes de santé mentale. La personne peut aussi être, on le voit beaucoup plus en matière de violence conjugale, mais on le voit aussi quand même dans les dossiers de menaces de mort qu'on peut voir un peu plus souvent dans les salles, dans les procès de plus courte durée, dans les salles à volume. Mais donc, ça peut être un 810. Donc, le 810, ça, c'est une ordonnance de garder la paix. Donc, ça, c'est une possibilité. La personne n'est pas acquittée, est acquittée de la charge, mais elle a, par contre, des conditions à respecter. Il peut aussi y avoir, au-delà du dépôt des accusations, on peut décider, nous, d'utiliser des mesures de rechange. Donc, tantôt, quand je vous parlais d'avoir les intérêts de la société, agir dans l'intérêt public, ce n'est pas tous les comportements qui sont potentiellement criminels qui méritent nécessairement une judiciarisation. Hein? Il y a une différence entre voler une barre de chocolat dans un dépanneur et puis voler une banque. Hein? Ce n'est pas tous les crimes qui sont... C'est une chose de perdre les pédales et de menacer de mort son voisin sur une colère momentanée, et c'en est une autre que d'harceler et de menacer de mort, par exemple, une ancienne amie de cœur. Ce n'est pas la même proportion ni la même gravité. Et quand on agit dans l'intérêt public, il faut tenir compte du contexte dans lequel le crime a été commis, puis quelles sont les conditions sous-jacentes qui ont amené au passage à l'acte. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y a des gens qui ont des problèmes de toxicomanie. Alors, des fois, ça peut être donc de référer vers un programme. On a une trajectoire santé mentale qui existe maintenant à Montréal. C'est de l'accompagnement, puis on essaye plutôt de favoriser une certaine forme de réhabilitation de la personne et de la diriger vers les soins qu'elle a besoin pour être prise en charge puis éviter de se remettre dans le trouble en posant des gestes de nature criminelle. Et c'est la même chose au niveau de la toxicomanie. Ça peut être de diriger quelqu'un à ce moment-là vers une ressource qui va faire qui va l'aider à combattre sa dépendance et éventuellement peut-être nous amener vers une solution beaucoup plus durable que celle de l'envoyer en prison. Alors, c'est aussi ça l'intérêt public, c'est de trouver aussi par moment des programmes qui nous permettent, plutôt que de punir, d'essayer de réhabiliter et de diriger les personnes vers des ressources appropriées. C'est super intéressant, encore une fois, merci beaucoup. Je vois le temps qui file et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à rentrer dans l'application QER. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je veux qu'on parle du mouvement MeToo, des vagues de dénonciation. Je trouve ça important qu'on aborde ça. Alors, je vous pose d'emblée la question. Quels ont été les impacts du mouvement #MeToo sur le travail des procureurs? Qu'est-ce que ça a fait concrètement? Qu'est-ce que ça a changé dans le travail des procureurs? Oui. D'abord, l'importance d'écouter et d'accompagner encore plus les victimes. Ça, c'est le principal constat qu'on dénote. Il y a beaucoup aussi de manque d'information. Et le mouvement #MeToo nous a amenés à aller sur plusieurs tribunes pour expliquer, comme un peu ce soir, quel est le processus judiciaire, démystifier la difficulté d'obtenir une condamnation en matière d'agression sexuelle, expliquer davantage le processus judiciaire et l'accompagnement. Ça, c'est l'élément le plus important. On n'a pas de taux de condamnation. Hein? On ne tient pas ça parce que notre rôle, ce n'est pas d'obtenir une condamnation à tout prix. Notre rôle, c'est de s'assurer, comme tantôt je vous disais, de trouver l'équilibre entre l'intérêt public et assurer la sécurité du public. Mais le mouvement nous a quand même amené à se dire, il faudrait peut-être évaluer et regarder comment on réussit, comment se terminent les dossiers. Et en moyenne, en tout cas pour Montréal, en moyenne, le taux de condamnation quand on dépose en matière de violence sexuelle, le taux de condamnation est à peu près de 65-67 %. Et
le taux d'acquittement, par contre, n'est pas l'équivalent restant. C'est-à-dire que ce n'est pas 35 d'acquittement vu qu'on a 65 de condamnation, mais le 35 restant, ça va être tantôt des dossiers qui se terminent parce que la personne avait des problèmes de santé mentale, hein, parce que la personne, la plaignante, finalement, s'est désistée, a décidé de cesser le processus judiciaire pour des raisons X, Y, Z, ou parce que finalement, le dossier s'est terminé par une entente différente qui était, par exemple, de donner des conditions de garder la paix et avoir une bonne conduite parce que le dossier le justifiait. Donc, le taux d'acquittement est peut-être plus autour de 12 à peu près pour les dossiers, en tout cas du moins pour Montréal. Mais ça, je vous dis ça, ce n'est pas des chiffres officiels. On a regardé l'ensemble des dossiers qu'on avait traités au cours de la dernière année et puis on arrive à peu près à ce résultat-là. Mais les statistiques du ministère de la Justice confirment pas mal ce que je suis en train de vous dire parce qu'eux, ils ont des données plus à jour et plus officielles que nous. Donc, le mouvement #MeToo nous a amené donc à prendre la parole sur la place publique, ce qu'on fait très peu, et ça nous a amené à expliquer davantage notre rôle et expliquer aussi qu'il y avait des équipes spécialisées de procureurs qui sont là pour accompagner les victimes. Donc, dans le processus judiciaire, ce que je vous dirais aussi, je trouve que ce qu'on remarque, c'est que les juges, donc la magistrature aussi, s'est ajustée beaucoup au niveau des explications qui sont données. On a senti que les juges prennent le temps d'expliquer davantage dans leurs décisions le cheminement intellectuel, le cheminement juridique qui les amène à conclure que la personne est coupable ou que la personne n'est pas coupable du crime qui a été reproché. Alors là-dessus, je pense qu'il y a tout un travail d'éducation. On a senti l'importance de bien expliquer parce que le sentiment de confiance nous est apparu ébranlé avec le mouvement #MeToo. Tout à fait, tout à fait. La confiance des gens envers le système en général, et c'est presque à se poser la question, et je l'ai entendu beaucoup chez les justiciables, est-ce que la présomption d'innocence, justement, elle est insurmontable? Vous, avec la preuve que vous recevez, on a l'impression, on regarde les médias, puis on se dit, ils sont tous ou toutes acquittés. Ouais. Est-ce que c'est réellement le cas, vous qui êtes sur le terrain? Ben, c'est ça. Comme je vous disais tantôt, déjà en vous disant que le taux de condamnation est à peu près entre 65 et 68 déjà vous voyez que ce n'est pas insurmontable. Le résultat est là. Ceci étant, bien sûr que c'est un fardeau qui est élevé, la présomption, c'est-à-dire le fardeau hors de tout doute raisonnable. Et bien sûr, le processus judiciaire est parsemé d'obstacles pour la plaignante qui doit revenir sur ces événements-là. Et c'est sûr que ce n'est pas agréable. Et on en est très conscient de tout ça. Mais comme je vous dis, les résultats le démontrent. On y arrive. Maintenant, il y a une grande différence entre les dossiers qui sont médiatisés et les dossiers qui ne le sont pas. Les dossiers dont on entend parler beaucoup et qui ont une forte résonance, généralement, visent des personnalités publiques, généralement. Et ironiquement, la même semaine, au mois de décembre, on a eu 2 décisions qui ont eu beaucoup de bruit puis qui sont en lien avec le mouvement de #moi aussi. Ça a été la décision dans l'affaire Roson et la décision dans l'affaire Salvaille. 2 décisions d'ailleurs très riches en informations et qui valent vraiment la peine d'être lues pour bien comprendre le fardeau de preuve et bien comprendre le processus judiciaire. En tout cas, c'est vraiment très bien expliqué. Et donc, la même semaine, on a eu 10 condamnations. Mais ces 10 condamnations-là n'ont pas été médiatisées. Alors, il faut faire très attention. Beaucoup de victimes ressortent du processus judiciaire très satisfaites de la façon dont les choses se sont produites, mais ces gens-là ne vont pas nécessairement sur la place publique pour le dire.
ils ont droit à l'anonymat aussi, ces gens-là. Hein? Tout à fait. Et donc, on respecte tout à fait ça, mais nous, on le voit qu'il y en a des résultats, puis qu'il y en a de très bons résultats. Tout à On fait. y est au quotidien dans le système judiciaire. Et des procureurs qui passent leur carrière à ne faire que des dossiers d'agression sexuelle, si le système ne fonctionnait pas, bien, il n'y aurait pas de procureur de cette nature-là qui décide de faire 20 ans dans le même domaine. Il y a beaucoup de questions qui sont super intéressantes et je veux qu'on les prenne et je veux Allez. qu'on, ça ne me dérange pas. En fait, est-ce que ça vous dérange qu'on dépasse un tout petit peu, mais qu'on prenne Non, le non, non, temps? allez-y, allez-y. On va Mais faire cela tout ce étant qu'on dit, peut. je veux vous en poser une Oui. et je ne veux pas dire aux gens de passer strictement par le système ou de leur dire de ne pas dénoncer sur les réseaux sociaux. Je pense que chacun ou chacune a des raisons très personnelles d'utiliser les canaux qu'ils ou elles veulent utiliser. Cela étant dit, la question que je veux vous poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important que les victimes continuent de passer par le système de justice, continuent à dénoncer par les voies dites plus officielles ou traditionnelles, disons? Oui. Ben, en fait, le système de justice, euh, c'est le seul système qui ne fait pas de distinction en fonction de la notoriété de la personne qui est visée par les allégations d'inconduite sexuelle. On a vu dans les médias sociaux, il y a beaucoup de retentissement quand c'est une personnalité publique qui est connue. Mais quelqu'un qui n'est pas connu du grand public n'aura pas peut-être d'impact vraiment important au niveau de la dénonciation. Et si tu veux obtenir une condamnation et que la personne ait une peine équivalente au crime et à sa responsabilité au crime posé, proportionnelle au crime qui a été commis, bien, le seul système qui le permet, c'est le système de justice. Et le danger, c'est que quand on va sur la place publique pour faire une dénonciation, bien sûr, c'est libérateur, bien sûr, ça peut faire beaucoup de bien, mais ça amène une certaine forme de vindicte populaire. Et là, il peut y avoir des dérapages. Et ça, c'est dangereux comme phénomène global. Pour une victime, si elle passe d'abord par les médias sociaux, bien, c'est évident que si après on dépose une accusation criminelle, toutes les déclarations qu'elle aura faites sur la place publique bien, seront également des déclarations qu'on pourra utiliser pour lui poser des questions en contre-interrogatoire. Parce qu'on va évidemment tester sa crédibilité en fonction, la fiabilité de son témoignage en fonction de toutes les déclarations qu'elle a données. Le seul système de justice qui est équitable et qui fonctionne et qui amène vraiment une peine et qui ne fait pas de distinction, le seul système, en fait, qui ne fait pas de distinction en fonction de la notoriété des gens, c'est le système de justice criminelle. Donc, pour la condamnation judiciaire, il faut forcément passer par le système de justice. Exactement. En allant sur la place publique, ça peut être libérateur, mais il n'y a pas de conséquences pénales pour la personne qui est victime de l'allégation. Et même pire, la personne pourrait vous poursuivre au civil, mais ça, c'est complètement autre chose, puis ce n'est pas mon domaine. Effectivement, on ne rentrera pas là-dedans ce soir. Ouais. C'est pour d'autres que nous. Des questions du public. Très brièvement, Maître Chalifour, le dossier le plus marquant de votre carrière? Oui, le plus marquant, ça a été clairement le dossier. Moi, j'ai été dans Shark. J'ai été un des procureurs au bureau de lutte au crime organisé. Et là, c'était toute une aventure très, très, très particulière. On retient le résultat des 6 dernières personnes qui ont été impliquées dans le procès qui a amené un avortement de procès, mais on oublie tout le travail qui a été fait en amont et beaucoup de condamnations aussi, beaucoup de gens quand même qui ont plaidé coupables. Alors ça a été un dossier tout à fait marquant. On a rencontré, parce qu'il y a eu quand même 22 meurtres qu'on avait décidé d'accuser pour la guerre des motards, on a rencontré des gens qui ont été victimes de cette guerre-là.
Mais je pense que dans le fond, ça a été très marquant, mais le dossier qui m'a le plus marqué, ça a été l'histoire Mataev. L'accusé s'appelait Evgeny Mataev. Aujourd'hui, il a été déclaré délinquant dangereux. Ça a été un procès devant jury que j'ai fait avec un collègue, Maître Pascal de Staller, où la victime était une victime de proxénétisme et elle était victime de traite de personnes. Il y a eu 5 personnes qui ont été accusées dans cette histoire-là. Mataev étant la personne, M. Mataev était le principal accusé. Il a été déclaré délinquant dangereux au terme du processus. Ça a été un procès extrêmement difficile au niveau de l'accompagnement. La dame en question avait eu une vie misérable. Elle avait vraiment eu une vie, un parcours de vie extrêmement pénible. Ça a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail avec le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, pour accompagner la plaignante à travers tout le processus judiciaire. Il fallait prendre des pauses pendant son témoignage parce qu'il y a des moments où elle n'était juste plus capable de parler. Les émotions étaient trop fortes. Et ça a amené à l'époque le plus long délibéré de l'histoire du Canada. On avait eu, je pense, 14 journées de délibéré. C'était un procès devant jury, avec un résultat quand même satisfaisant pour le principal accusé. Donc ça, je pense que c'était le dossier qui était plus marquant. Dans le fond, quand j'y pense, la guerre des motards, c'était quelque chose d'assez impressionnant, mais sur le plan humain, le dossier Mataev, c'est ça qui vous a le plus touché. Le plus touché, ouais. Je comprends. On nous pose des questions, on veut avoir plus de détails au sujet de la violence conjugale. Je ne suis pas certain que dans le cadre de cet entretien-là, on peut donner plus de détails. Je vais peut-être référer les gens vers les organisations comme SOS Violence conjugale. Je ne sais pas s'il y a d'autres partenaires vers qui on pourrait référer les gens pour avoir de l'information et des outils. Oui, bien sûr, SOS Violence conjugale, c'est une très bonne idée. Il y a toujours, évidemment, toutes les maisons d'hébergement pour femmes violentées qui ont beaucoup de travailleurs sociaux, des gens qui sont là pour les accompagner également. Mais je vous dirais que les services de police aussi sont de bonne écoute, ils sont bien formés pour guider les gens, évidemment, à travers les difficultés qu'ils peuvent rencontrer s'il y a des infractions de nature criminelle. Ce que je veux dire, par contre, aux gens, ce soir, c'est qu'il y a vraiment une équipe en matière de violence conjugale qui est dédiée à tout ça et que c'est le même procureur du début jusqu'à la fin qui va être présent pour les plaignantes. Et surtout que la personne sera prise en charge une fois, si le dossier est autorisé, bien entendu, elle sera prise en charge et pourra rencontrer des travailleurs sociaux qui sont spécialement formés en matière de violence conjugale. Et là-dessus, je pense que ce qui existe à Montréal est extrêmement efficace et vraiment, on le fait avec beaucoup de cœur, je vous dirais. Donc, équipe dédiée, procédure ou processus vertical et accompagnement des victimes par les travailleurs sociaux ou du moins des gens compétents pour les écouter et les accompagner. Exact. On a une question de quelqu'un là, qui vous a entendu sur le processus pour devenir procureur de la Couronne, sur le concours, mais qui veut savoir là, est-ce qu'il y a des qualités particulières, selon vous, là, qui fait en sorte qu'on ait un bon procureur, une bonne procureure de la Couronne? Oui. En fait, il faut évidemment être curieux, il faut être studieux, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à lire. Mais je pense qu'un bon procureur de la Couronne, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un regard objectif sur la preuve et être capable de prendre des décisions. Il faut être capable de prendre des décisions. Quand on est procureur, on en prend au quotidien et il faut être capable de les expliquer, nos décisions. Donc, parce qu'il y a une imputabilité. Ce n'est pas juste de décider tout seul de son côté, mais il faut le faire dans certains paramètres. Il faut être capable d'expliquer comment on a pris nos décisions. Donc, il n'y a pas une qualité particulière, c'est un ensemble d'éléments. Je pense qu'il faut d'abord et avant tout être humain, il faut aimer les gens. Très bien. On vous demande quelle est la proportion de dénonciations qui sont rejetées? C'est dur à dire. Pas tant que ça. Là, ça, je vous dirais au niveau
toute infraction confondue, je ne pourrais pas vous dire. C'est impossible. Je n'ai pas les statistiques, malheureusement. OK. C'est très peu, bien entendu. Il n'y en a pas tant que ça qui sont rejetés, mais c'est parce que la police, les corps de police peuvent nous soumettre un dossier en alléguant 4, 5 infractions, mais on va peut-être en autoriser juste une ou deux, tout dépendant de la qualité de la preuve et de ce qu'on est capable de démontrer à la cour. Donc, je ne suis pas en mesure, malheureusement, de répondre adéquatement à cette question. Ah, ça, très bien, très bien. Parce que rappelons aux gens le fardeau de preuve en matière criminelle, donc c'est de pouvoir là, démontrer hors de tout doute raisonnable. C'est bien ça? Exactement, exactement, oui. OK. Est-ce que la dénonciation sur les réseaux sociaux ont compliqué le travail des procureurs? Bien, c'est-à-dire que oui, ça peut le compliquer dans la mesure où si la personne fait plusieurs déclarations publiques sur le même événement, bien, ce sont toutes des déclarations qu'on doit prendre en compte pour être capable de déterminer quelle est la fiabilité, la crédibilité du plaignant ou de la plaignante. Ça complexifie le travail, mais ça ne le rend pas insurmontable. Pas du tout. Moi, je pense que le mouvement #MeToo nous a amené une certaine forme de pression là, globale, collective, parce qu'on a senti, évidemment, comme toute la société, qu'il y avait un tournant dans les dossiers, un tournant culturel au niveau des rapports hommes-femmes. Mais ça complexifie, mais pas tant que ça, notre travail. C'est juste, comme je vous disais tantôt, on a senti un devoir d'expliquer davantage nos décisions et la façon dont le processus judiciaire fonctionnait. Très bien. On vous demande par rapport aux mesures alternatives, plus précisément, est-ce qu'il y a des mesures pour éviter la surcriminalisation des personnes qui sont en situation d'itinérance? Mm-hmm. Ben, oui, en fait, parce que qui dit itinérance dit toxicomanie souvent et santé mentale. Alors, il y a vraiment ces deux programmes-là. Donc, il y a un programme qui vise la toxicomanie et il y a un programme qui vise la trajectoire qu'on appelle trajectoire santé mentale. On cherche vraiment à accompagner ces gens-là vers des ressources pour leur permettre d'être capables de fonctionner adéquatement dans la société. C'est sûr qu'une personne, il y a la Cour municipale à Montréal qui en fait beaucoup. Mais plus le crime est grave, plus c'est difficile de ne pas intervenir aussi au niveau criminel. Alors, ce n'est pas toutes les infractions ou tous les crimes commis qui peuvent nous permettre d'aller vers ces mesures de rechange. Il faut que ce soit quand même un crime qui n'a pas, par exemple, eu d'impact majeur sur la vie ou la santé d'une personne qui a été victime. Et j'en profite, là, vous l'avez évoqué, Maître Chalifour, j'ai eu 4 entretiens. Si ça intéresse les gens, j'ai eu 4 super dialogues avec des procureurs, avec vos collègues de la Cour municipale de Montréal sur justement les programmes sociaux qui sont en quelque sorte là, ces mesures de rechange-là. Donc, si ça intéresse les gens, là, comment est-ce qu'on peut concilier le problème de toxicomanie, de consommation, d'itinérance, avec une intention de baisser la récidive, de baisser le phénomène des portes tournantes. Donc, comment est-ce qu'on peut juguler tout ça ensemble? Là? Il y a 4 super entretiens qui sont disponibles sur YouTube ou sur la page là, du Salon Visée Droit. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Il nous reste 2 petites questions avant de clore l'entretien. Est-ce que tous les procureurs du DPCP sont affectés à une unité spéciale, entre guillemets? Non. En fait, c'est ça. C'est que le bureau de Montréal est un petit peu différent de beaucoup d'autres bureaux dans la province. De par le volume qu'on a à traiter, on a des équipes spécialisées. Il y a une équipe qui s'occupe qui fait un peu de tout aussi à travers tout ça. Mais en région, évidemment, les procureurs sont moins nombreux dans certains districts judiciaires et ils sont appelés à faire un peu de tout.
Donc, mais ils vont suivre des formations, évidemment, spécialisées pour les crimes, par exemple, en matière d'agression sexuelle. Les procureurs qui vont faire ces dossiers-là dans les autres districts vont avoir suivi des formations. Même chose en matière de violence conjugale. Les procureurs qui vont faire ces dossiers-là dans les autres districts vont avoir eu des formations spécialisées dans ce domaine-là. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'à Montréal, on a des équipes spécialisées que je vous ai mentionnées tantôt, mais il y a aussi une équipe qui fait un peu de tout et qui s'appelle l'équipe des causes spéciales, donc des causes plus longues, de plus longue durée, plus qu'une journée généralement, et ça peut être tout type de crime, mais que ça ne sera pas une agression sexuelle, ça ne sera pas un dossier de violence conjugale. C'est noté. Et pour clore, donc une question qui nous vient du public. Et si je suis capable de reformuler ou du moins de la saisir, saisir, est-ce que vous trouvez que les gens qui dénoncent en ligne se font d'une certaine manière justice à eux ou à elles-mêmes? Oui, ben c'est ça, exactement, bien sûr. Ça peut être libérateur, d'abord, on peut le faire pour plein de raisons particulières. Hein. On peut le faire pour se libérer, prendre la parole, sortir de l'ombre. Et ça ne m'appartient pas de juger de ça. Chacun a une façon de l'exprimer. Bien sûr, en même temps, quand tu fais une allégation sur la place publique, bien, ça a des conséquences et tu peux chercher à te faire justice toi-même, mais ce n'est pas évidemment notre rôle à nous comme poursuivants publics. Hein. On préfère que les choses soient faites dans un forum beaucoup plus approprié, qui est beaucoup plus équitable, qui s'appelle le système de justice criminelle, dont je vous ai expliqué quelques rouages aujourd'hui. Tout à fait. Bien, c'était un plaisir justement de pouvoir m'entretenir avec vous, Maître Martin Chalifour. Peut-être un mot de la fin pour nos auditeurs et auditrices? Oui, bien en fait, écoutez, j'ai essayé de synthétiser. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. On aurait pu prendre 2 heures. Je veux que les gens comprennent que le système de justice criminelle est composé d'êtres humains et ce n'est pas un système froid, mais bien plutôt des gens qui sont là, qui le font parce qu'ils y croient, qui ont de la compassion, qui sont à l'écoute, qui sont ouverts d'esprit et qui cherchent à faire en sorte que la vérité soit mise en lumière dans les dossiers qui sont pilotés par le DPCP. Donc, j'espère que les gens comprennent et qu'ils vont avoir confiance au fait que vous avez des gens compétents, mais aussi très humains pour vous accueillir si vous devez faire face au système de justice criminelle. Tout à fait. Bien, encore une fois, Maître Martin Chalifour, procureur en chef du DPCP, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour vos éclaircissements, vos connaissances et votre expérience. Mon nom est Joey Hanna. Alors, au nom du Barreau de Montréal, je vous remercie. Je remercie également parce que c'est ma dernière activité ce soir là, avec un invité. Donc, j'aimerais remercier l'ensemble là, des avocates, des avocats, nos conférenciers, nos conférencières, nos partenaires là, qui ont amené leur savoir et leur expérience au salon pour en faire bénéficier le grand public. Je dis un grand merci aussi au public qui a été au rendez-vous cette année et à la permanence du Barreau de Montréal qui a été exceptionnelle, qui vous a offert là, donc une pléthore d'activités sur 3 mois au Salon Visé Droit. Ce n'est pas terminé ce salon. Il nous reste encore une conférence demain matin de 9h à 10h30, une conférence offerte là, par le groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec, le GEIST, sur le harcèlement au travail justement. Et lundi à 13h, eh c'est la cérémonie de clôture du Salon Visé Droit en présence de plusieurs dignitaires et on va remettre aussi là, les prix Visé Droit. Donc, soyez au rendez-vous. Mon nom est Joey Hanna. Je vous dis merci encore une fois, Maître Chalifour. Bonne soirée à tous et à toutes et au plaisir. Merci.